Coucou, vous avez été nombreux quand je vous ai demandé sur YouTube de quoi vous aviez envie que je parle, à me dire que vous vouliez que je raconte mon accouchement de Nausicaa. Donc pour ceux qui arrivent, en fait, moi j'ai accouché seule chez moi de ma deuxième fille qui a 2 ans aujourd'hui, qui s'appelle Lou. Et mon aînée Nausicaa, elle a 4 ans. Elle a 4 ans. Et donc pour son accouchement, j'avais aussi envie d'accoucher à la maison. En fait, j'avais aussi envie de faire un ANA, un accouchement non assisté, parce que je connaissais déjà une proche à moi qui l'avait fait et ça me faisait très envie. Donc j'avais déjà ce projet-là. En même temps, comme j'avais jamais accouché, on- je me posais des questions. Ça faisait un peu peur à mes proches, etc. Parce qu'il y a ce truc-là de tu ne sais pas accoucher et tout. Mais moi, j'avais aussi lu des livres et notamment ce truc qui dit qu'en fait le corps sait accoucher, qu'on l'ait déjà fait ou pas, c'est quelque chose qui est complètement inné et que donc ça peut se vivre comme ça, quoi, d'un coup pour la première fois naturellement. Ce qui s'est passé déjà, c'est que quand je suis tombée enceinte, il y a un sujet qui est venu en premier, ça a été le sujet de du suivi de grossesse. Pourquoi ça a été un sujet? Parce qu'en fait, moi, je me sentais très, très, très rebutée par le suivi classique qui était proposé à l'hôpital. Voilà. À ce moment-là, je sortais d'une période où j'étais très pudique, beaucoup plus que maintenant, où j'avais aussi une forme de peur de l'extérieur, un peu de peur du monde médical et j'avais pas envie de tout faire sur le suivi médical. Par exemple, je voulais pas faire de touchés vaginaux. Il y avait des tests que j'avais pas envie de faire. Je mettais pas de sens à faire toutes les échographies. Sauf que je me suis vite rendu compte en faisant mes recherches que ce serait compliqué de trouver une sage-femme qui accepterait de me faire un suivi entre guillemets à la carte, avec en fait juste moi ce que j'ai envie de faire, sans subir quand même des pressions ou des bah non mais ça il faut absolument le faire, etc. Et je me suis pas sentie. En fait, il y a un mélange de plusieurs choses. Ce que je peux dire, c'est que je me sentais pas l'élan, la force de réussir à me positionner fermement et de demander un suivi tout en disant non à ce que je n'avais pas envie de faire. Je sais qu'il y a des femmes qui font ça et je trouve ça très courageux. Moi, je m'en sentais pas la force. Et aussi, euh, je me sentais alignée et j'avais envie de ne pas faire de suivi. Donc, qu'est-ce que j'entends par ne pas faire de suivi? En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déclaré la naissance quand je suis tombée enceinte à mon médecin, donc aux 3 mois de grossesse. Et ça, c'est un truc qui est hyper important parce que ça permet de prouver par la suite que tu es bien la mère de ton enfant et ça évite ce truc de trafic d'enfants. Est-ce que c'est ton enfant? Qu'est-ce qui prouve que c'est pas ton enfant, etc. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, ça veut dire je n'ai pas vu de médecin, je n'ai pas vu de sage-femme, je n'ai rien vu jusqu'au jour de l'accouchement. Alors, je le dis, je le dis pas fièrement. Voilà, j'en fais pas une fierté. Je sais, je suis partagée en fait parce que je sais qu'il y a des personnes. Maintenant que je suis sur les réseaux, donc j'ai découvert tout un monde, ce monde-là des accouchements libres, etc. Et je sais que je suis plus la seule. Je sais qu'il y a d'autres mamans qui ont déjà fait comme moi, etc. Mais qu'est-ce qui fait que je le dis pas fièrement, c'est que aujourd'hui, je referai plus comme ça. Aujourd'hui, je ferai différemment. Parce que je pense que il y a des choses que j'ai mûries, parce que je me sentirais pas alignée avec le fait de, entre guillemets, de prendre ce risque.
Sur le moment, quand je l'ai fait pour Nausicaa, pour moi, c'était pas un risque. Et en fait, j'ai pas d'autre explication que je me sentais profondément, mais profondément alignée avec ça. C'est-à-dire que même des fois, quand les rares personnes qui le savaient, qui me disaient mais pourquoi tu fais pas de suivi? En fait, dans ma tête, il y avait ces explications de c'est compliqué, j'ai pas envie qu'on me mette la pression sur des examens que j'ai pas envie de faire, j'ai pas envie de me justifier, j'ai pas envie de mener ce combat, de disposer librement de mon corps pendant mon suivi, parce que c'est difficile de pas faire comme tout le monde et j'ai pas envie de faire comme tout le monde. Donc là, ça me permettait de passer sous les radars, mais en vrai, à l'intérieur de moi, là, c'était plus un truc de je peux pas faire autrement. Je me sens 100% alignée avec ça. Et c'est comme ça que ça va se passer. Et je sais que c'est comme ça que ça va se passer et que ça va bien se passer. Je J'incite pas les gens à faire comme moi. Voilà. Je veux pas que. En fait, je je conseillerais jamais de toute façon à une maman de faire d'une façon ou d'une autre. Je lui dirais jamais oui, ne fais pas de suivi de grossesse ou alors oui, surtout fais un suivi de grossesse à l'hôpital. Je pense que la seule chose le seul conseil que je donnerais à une maman, c'est de s'écouter profondément à l'intérieur. Je pense que quand tu tombes enceinte, la grossesse, ça devient vraiment un chemin intérieur très profond qui peut faire cheminer très loin. Et donc moi, le seul conseil que je donnerais, c'est s'écouter en profondeur, essayer d'enlever l'extérieur. Voilà, c'est ça. Enlever ce truc-là de ce qu'on doit faire, ce qui se fait, ce qui est normal, ce qui n'est pas normal et tout. Faire abstraction et voir, ok, moi, profondément, qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Et moi, à ce moment-là, ça s'est imposé à moi. Ça s'est imposé à moi, ce truc-là de, en fait, je ne vais pas aller faire de suivi et je vais vivre ma grossesse librement. Voilà, même si c'est très mal vu et même si voilà, c'est encore aujourd'hui, voilà, je vois que pour moi c'est compliqué d'assumer ça dans une vidéo, de dire j'ai pas fait de suivi de grossesse parce que voilà, c'est quelque chose qui est très rare, qui est encore plus rare que les accouchements libres. Mais je l'ai fait, donc je suis obligée d'être transparente et de dire où j'en suis aujourd'hui par rapport à ça. Donc j'ai vécu cette grossesse-là très très sereinement. C'était en fait comme une évidence. Il y avait, je ressentais pas d'angoisse. Je me sentais connectée avec Nausicaa à l'intérieur. J'ai pas fait d'échographie, mais je savais quand même que ce serait une fille. Et vraiment, je passe ma grossesse, la grossesse entre guillemets la plus normale de la terre, quoi. Enfin, je continue ma vie avec ce bébé qui grandit à l'intérieur de moi. Et bah, il y en a qui vont peut-être me demander, Raphaël, comment est-ce qu'il a réagi à ça, au fait que je voulais pas faire de suivi. Et en fait, c'était pas un sujet pour lui. Pour lui, tout ce qui comptait, c'était que moi, je fasse ce que je sentais de faire. Et il avait aucune appréhension par rapport à est-ce qu'il peut y avoir un problème, etc. Il avait zéro appréhension par rapport à ça. Et il était juste en fait soutenant dans, bah, en fait, le bébé, il est à l'intérieur de toi et c'est toi qui choisis et moi, je suis là et je te soutiens. Et c'était apaisé pour lui. Donc en fait, pour tous les deux, c'était apaisé, mais dans le sens, c'était un non-sujet en fait. C'était pas un sujet, c'était juste c'est comme ça qu'on le sent. Et on s'est pas posé plus de questions que ça. Donc voilà, on vit les 9 mois. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que. Donc c'est moi qui ai calculé ma date de terme, forcément, puisque j'ai pas fait d'échographie de datation. Et on arrive au jour présumé du terme. Et bah, j'accouche pas. Nausicaa était toujours dans mon ventre. Et donc là, j'ai ressenti, moi, le besoin d'aller faire une échographie pour voir est-ce que ça allait bien, est-ce que Nausicaa était bien, etc. Parce que j'avais des appréhensions par rapport au dépassement de terme, même si c'est quelque chose voilà, où je m'étais beaucoup documentée pour beaucoup déconstruire ce truc-là de date
de termes comme si c'était une date de péremption et on a tout de suite des images qui font peur, etc. par rapport à ça. J'étais quand même informée, mais de le vivre, je ressentais quand même de la peur. Du coup, j'ai décidé d'aller à... D'abord, j'ai pris un rendez-vous chez le médecin et... Ah, il y a un oiseau. J'ai expliqué ma situation. J'ai dit, bah voilà, je suis enceinte, je n'ai pas fait de suivi et j'ai besoin de faire une échographie parce que c'est le jour de mon terme et je ne sais pas, je voudrais vérifier que ça va en fait. Donc là, forcément, la médecin, elle a complètement halluciné. Mais en fait, j'avais choisi une femme qui était déjà bien notée sur Internet, qui avait l'air ouverte d'esprit, etc. Et en fait, ça s'est plutôt bien passé, étonnamment. Je savais que ça pouvait être compliqué et en fait, ça s'est quand même bien passé. Elle m'a tout de suite pris un rendez-vous à l'hôpital pour que j'aille faire une échographie. Bon, c'était en plein Covid. Ça aussi, c'est une précision à faire quand même. C'était en pleine période de Covid, donc masque, etc. Je vais à l'hôpital pour faire l'échographie. Et donc là, bah, forcément, je rentre dans le monde de l'hôpital. Hein, donc j'arrive, on fait mon échographie et puis on me dit, on me convoque dans une salle et il y a une médecin qui vient et qui me dit, bon ben, du coup, vous allez rester là et puis on vous déclenche cet après-midi. Donc moi je dis, bah non, vous n'allez pas me déclencher, enfin pourquoi, etc. Et là, elle était toute surprise que je dise, bah en fait non, on me déclenche pas. Elle était en mode, bah parce que c'est votre premier enfant, c'est le jour du terme, en gros ça y est quoi, c'est l'heure, go, on déclenche. Moi, je sais que les déclenchements, bah, en fait, ça multiplie par 2 le risque de césarienne. Et on ne cueille pas un fruit qui n'est pas mûr. Enfin, pour moi, c'est juste du bon sens. Enfin bon. Donc, je me positionne en lui disant non, non, je ne souhaite pas être déclenchée, etc. Donc, elle me dit quand même, bon, bah, par contre, vous pouvez revenir dans 2 jours pour qu'on refasse une échographie, etc. Donc, je suis invitée à revenir tous les 2 jours pour faire l'échographie, ce que je fais. Et en fait, le souci, c'est que au bout de 2 jours, quand je reviens, ils me redisent encore, bah là, va falloir vous déclencher. Le bébé va très bien, tout va très bien, mais faut déclencher parce que par principe en fait, par principe, il n'y avait pas de problème avec mon liquide amniotique, tout allait bien. Mais voilà, c'est ce truc-là de, on a dépassé le terme, c'est à l'hôpital, donc on déclenche. Donc je dis non, non, etc. Je me positionne. C'est pas facile, hein. Franchement, c'est pas facile. Et quand j'y allais, j'avais peur d'être, j'allais dire d'être séquestrée, c'est beaucoup trop fort comme terme, mais si quand même peur qu'on me retienne en fait. Peur qu'à un moment on me dise en fait stop, vous allez plus pouvoir rentrer chez vous et juste il va falloir vous déclencher quoi. J'ai aussi une grosse pression par rapport aux touchés vaginaux. Insister, insister, insister à fond. Et franchement, quand on est à 9 mois de grossesse et tout, c'est difficile hein, de dire non, je ne veux pas en faire, etc. Mais pourquoi? Mais comme ça, on va savoir à combien est dilaté votre col, etc. Enfin, et au final, j'ai fini par, je sais plus quand exactement, mais j'ai fini par craquer et par dire: «Allez-y, faites-moi ce foutu, toucher vaginal», que la sage-femme a fait et qui a juste servi à dire, «Bah, votre col, il est encore, en gros, il est encore fermé, c'est pas encore ouvert», mais en fait, enfin, moi, je le sentais, on me l'aurait demandé. Vraiment, moi, je sentais qu'à l'intérieur de moi, il y avait une nausicaa, qu'elle était pas encore descendue, que mon col, il était fermé et qu'elle allait rester encore un moment, quoi. Vraiment, je le sentais dans mon corps et c'est ça, en fait, qui m'a pas plu, c'est je sens les choses dans mon corps, mais ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Il faut que quelqu'un d'extérieur vienne enfoncer ses doigts dans mon vagin avec mon consentement pour me dire quelque chose que je sais déjà. Donc, j'ai quand même laissé faire. Et au bout du 4e jour, le 4e jour où je suis après terme, où je suis venue faire l'échographie, donc l'hôpital m'a dit bon bah là c'est plus possible, on peut plus continuer, on est obligé de vous déclencher, etc. Pas parce qu'il y avait de problème, encore une fois, tout allait très bien, l'échographie était bonne, etc. Le cœur du bébé battait, voilà. Mais
Voilà, c'était: «Il faut qu'on vous déclenche, on dépasse pas 4 jours», c'est les protocoles, en fait, qui sont comme ça. Et donc moi, j'ai arrêté d'aller à l'hôpital parce que j'avais énormément envie de vivre ma grossesse jusqu'au bout et j'avais énormément envie que Nausicaa, elle vienne d'elle-même. J'avais envie que ce soit elle, en fait, qui prenne cette initiative-là de dire en fait, son premier choix, pour moi, le bébé qui vient, c'est le premier choix de vie du bébé. C'est le bébé qui se dit: «Ça y est, c'est maintenant et je viens et je déclenche les contractions et je viens». Et en plus, moi, bah, le déclenchement, forcément, ça me faisait hyper peur parce que je sais que les contractions, elles sont beaucoup plus douloureuses sous déclenchement, que tu as plus de chances d'avoir une césarienne, etc. Donc en fait, moi, le déclenchement, ça me faisait vachement peur et ça me faisait plus peur d'être déclenchée que d'attendre que Nausicaa vienne toute seule. Et comme bah, je subissais trop de pression et que je sentais qu'à un moment, j'allais plus pouvoir dire non, donc j'ai arrêté d'aller à l'hôpital. Il s'est passé 5 jours, 6 jours, et j'ai quand même réussi à avoir quelqu'un de l'hôpital au téléphone, donc parce qu'il m'appelait du coup pour me dire quand est-ce qu'on vous déclenche, etc. Et à ce moment-là, en fait, j'avais un enterrement, le 6e jour après terme. J'avais un enterrement, j'étais invitée à un enterrement et ça m'a bien aidée parce que du coup, j'ai pu leur dire, bah, écoutez, là, je vais à un enterrement, donc de toute façon, je n'irai pas me faire déclencher. Mais par contre, si après l'enterrement, il se passe rien, bah, ok, j'accepte de me faire déclencher. À l'intérieur de moi, la décision, elle n'était pas ferme, elle n'était pas prise, je ne savais pas ce que j'allais faire. Mais de toute façon, la dame au téléphone, j'arrivais pas à lui dire, en fait, quand tu dis 10 fois ce que tu veux et que tu n'es pas écouté, bah, à un moment, tu finis juste par dire, faites ce que vous voulez, allez-y, voilà quoi. Donc, en gros, je devais accoucher. Normalement, ma date de terme, en gros, c'était pour un mercredi. Il se passe le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. L'enterrement à laquelle je devais aller était prévu pour le mercredi suivant. Et du coup, on programme un jour de déclenchement pour le jeudi. Donc je pense qu'il y a de toute façon pour un hôpital une programmation hors norme parce que jamais tu programmes un déclenchement à J plus 7, plus 8. Tout le monde se fait déclencher avant. Et avec la pression reçue, je le comprends très bien. Moi, toujours est-il que voilà, c'était compliqué, mais c'était très très important pour moi d'aller au bout de ça. Et en fait, je cherche. En fait, moi, j'avais pas les réseaux à l'époque. Et du coup, déjà, je pensais être la seule au monde à vouloir accoucher seule chez moi et être la seule au monde à ne pas avoir fait de suivi de grossesse. Je pensais vraiment être toute seule et aussi, je pensais pas je pensais pas que quelqu'un pouvait comprendre. Pour moi, personne pouvait comprendre ce choix parce que je connaissais pas grand monde déjà à qui je pouvais en parler. Donc c'est quelque chose que j'ai vécu très intérieurement, très juste pour moi-même avec Raphaël, quoi. Je regarde, je cherche des témoignages sur les dates d'accouchement parce qu'en fait, pour moi, c'était quand même très très dur ces 7 jours après terme. C'était très 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 long. Et en fait, j'avais cette hâte, cette impatience de la rencontre. Quand est-ce que je vais rencontrer mon bébé? J'ai trop hâte en fait. Il y avait ce truc-là et chaque nuit où je m'endormais ou le matin je me réveillais et où j'avais pas accouché, ben c'était dur. Franchement, c'était vraiment dur d'attendre. J'ai fait pas mal de trucs. Enfin, en fait, tout ce que j'ai lu sur internet qui pouvait permettre, où on dit comment déclencher votre accouchement, comment machin, je l'ai fait. J'ai tout fait, tout fait, tout fait. Donc manger pimenté, stimuler sa poitrine, bouger, courir, marcher. J'allais marcher des heures tous les jours et tout. Et je sentais que j'étais en forme, je tenais, enfin, hallucinant quoi. Même, je me vois même vraiment avec en dépassement de terme sur un petit trampoline, faire des petits sauts comme ça, et vraiment nickel, tout va bien. Je sens c'est solide à l'intérieur de moi. Et en plus, j'ai jamais eu de contraction. En fait, j'ai jamais eu une contraction, une seule contraction, un seul début de douleur avant le jour même où j'ai accouché. Et ça fait ça pour mes 2 accouchements. Et du coup, bah moi, à 9 mois de grossesse plus 7 jours, je n'avais jamais eu une contraction. Je savais même pas ce que ça faisait une contraction. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que 2 jours peut-être avant mon déclenchement prévu à l'hôpital, j'ai décidé de faire quelque chose que j'ai vu sur internet, sur un blog de sage-femme,
qui est de prendre de l'huile de ricin. L'huile de ricin, c'est quelque chose que je connaissais, parce qu'on peut faire des purges avec. Donc c'est une huile que je connaissais, que j'avais déjà utilisée, mais j'avais jamais vu cet emploi-là pour déclencher des contractions. Donc ça reste quand même une méthode de déclenchement artificielle, entre guillemets. C'est quelque chose qui est controversé, c'est-à-dire qu'il y a des sages-femmes qui trouvent ça très bien. En fait, il y a des sages-femmes qui disent si c'est ça ou un déclenchement par hormone de synthèse, il vaut mieux essayer ça. Et il y a d'autres personnes qui disent ça peut être dangereux pour le bébé, ça comporte des risques, etc. Moi, j'ai voulu essayer. Donc, pareil, je n'encourage. Enfin, ne faites pas comme moi si vous ne le sentez pas, que chacun fasse ce qu'il veut et se renseigne en son âme et conscience. Moi, c'est quelque chose que j'ai préféré essayer ça. Ah, il y a aussi, oui, parce qu'il y a aussi des. Maintenant, je sais qu'il y a des mamans, pour certaines mamans, se déclencher, même avec de l'huile de ricin, alors que le bébé n'a pas décidé de venir, c'est un non-sens absolu. Et vraiment, je le comprends. Et moi aussi, idéalement, j'aurais aimé ne pas essayer des choses pour se déclencher parce que au final, ça n'a pas vraiment de sens parce qu'on sait que c'est le bébé en fait qui décide. Mais moi, j'étais arrivée à ma limite en fait. J'avais touché ma limite où psychologiquement, j'arrivais plus à me dire tu vas attendre plus d'une semaine après terme. J'arrivais plus à me dire ça, c'était trop dur. Et puis il y a aussi, enfin, faut se dire, il y a tout son entourage. En fait, tout mon entourage qui connaissait ma date de terme, tout le monde, tous les jours, à chaque fois que j'appelais, disait oh, ça y est, tu m'appelles parce que tu as accouché et tout. Non, non, pas du tout en fait. Et ça, c'est vraiment dur. Puis il y a les gens qui s'inquiètent et tout. Donc voilà. Moi, j'avais atteint. Idéalement, je ne referais pas ça. Mais à ce moment-là, bah, c'est là où j'en étais. J'avais atteint ma limite. Et du coup, voilà, j'ai pris. Donc j'ai suivi la recette qui a été donnée par une sage-femme de prendre tant d'huile de ricin dans un jus. Tu bois ça et tu attends. Et c'est vrai qu'au bout de quelques heures, bah, en fait, j'ai eu des contractions. Je crois que j'ai attendu une demi-journée, je l'ai pris le matin et l'après-midi, j'avais des contractions. Donc j'étais aux anges parce que je me suis dit, je vais pouvoir accoucher sans être déclenchée à l'hôpital. Je marche, je mets en action, etc. Et en fait, les contractions ont duré pendant 2 jours en s'intensifiant. J'ai eu au moins 24 heures de contractions très très intenses, je pense. Je me souviens pas énormément parce que c'était il y a 4 ans, mais voilà, je me revois passer 2 nuits à ne pas dormir, à avoir des très très fortes contractions, etc. Et c'était tellement long que je gérais bien la douleur. Parce qu'en fait, j'avais déjà ce truc-là de gestion de la douleur, de un accouchement, ça peut ne pas être douloureux. Ça peut bien se passer, ça peut être merveilleux, ça peut être orgasmique, etc. Et du coup, ça se passait très bien. Raphaël, on avait potassé ensemble la méthode Bonaparte, qui sont des points d'acupression que tu peux faire à certains endroits pour, en fait, ça libère la douleur ou je sais pas quoi sur les points sur lesquels il appuie et du coup, tu as moins mal aux contractions. Et donc, nous, on a fait ça à fond. Enfin, c'est Raphaël qui m'a fait ça du coup et ça marchait super bien. C'était très très efficace. Je recommande à toutes les personnes qui ont peur d'avoir mal, parce que moi, c'était pas une appréhension, mais je me disais, au cas où, si j'ai mal, il nous faut un truc, quoi. Et on a fait ça et ça a très, très bien marché. Et en plus, ça rend le papa acteur dans l'accouchement. Il était vachement actif, Raph. Et d'ailleurs, quand j'ai accouché, après, il a eu des courbatures pendant plusieurs jours, tellement avec ses bras, il avait appuyé et tout sur les points d'acupression. Donc, je conseille vraiment. Toujours est-il qu'au bout de 2 jours très, 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 très intenses de contraction, j'ai eu les fameuses contractions qui arrivent au bout de toutes les 2 minutes. Enfin, c'est ce truc-là régulier. Et pendant que j'avais ça, en fait, ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps. Et j'ai commencé à avoir une croyance qui me disait, en fait, ça va jamais arriver. J'avais l'impression, en fait, que je resterais enceinte toute ma vie et que je n'allais jamais accoucher. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu ça.
Moi, je pense que ça a été une accumulation de attendre après terme, alors que moi, je m'attendais déjà à avoir accouché 2 semaines avant le terme. Plus là, les contractions qui n'en finissaient pas. J'ai vraiment eu l'impression que je ne rencontrerai jamais mon bébé et que j'allais jamais accoucher, quoi, que juste j'allais rester dans cet état de contraction pour toujours. Donc j'ai appelé ma mère en lui disant voilà, j'ai des contractions, mais j'ai l'impression que ça va pas se faire, etc. Enfin, que c'est trop long et tout ça. Elle me disait mais non, mais là ça y est, ça arrive et tout, parce qu'elle voyait que c'était très rapproché. Et donc à ce moment-là, enfin en attendant encore, en attendant, c'était long. J'ai appelé une ancienne amie à moi qui a été directrice de maternité, qui a aussi accouché toute seule chez elle, et pour lui expliquer la situation, quoi, et puis pour lui dire, bah voilà, qu'est-ce que... Je sais pas si j'étais en recherche de solutions, mais juste lui dire, je vais jamais accoucher, quoi, ça arrivera jamais. Et elle m'a dit, bah écoute, ce qui compte, c'est comment est-ce que tu sens ton bébé à l'intérieur de toi, est-ce qu'il bouge, parce que elle me dit, est-ce que toi tu vas bien, parce que 2 jours de contraction ça peut être éprouvant. Je lui disais, bah oui, moi c'est sûr, c'est épuisant, mais en fait moi ça va. Sur le coup vraiment, je tenais vraiment bien. Et elle m'a dit, il faut que tu fasses attention parce que les contractions ça peut aussi être fatigant pour le bébé. Et donc il faut que tu penses, est-ce que c'est pas trop fatigant pour ton bébé? Et donc ça me recentre effectivement sur nos ICA. Et là, peut-être pendant 1 heure, je me dis, ok, c'est vrai qu'il ne faut pas que ce soit trop fatigant pour elle, etc. Et donc, au bout d'1 heure, je dis à Raph, bah écoute, appelle une ambulance et puis on va aller à l'hôpital. Nous, il faut savoir qu'on était à 2 minutes en voiture de l'hôpital. Mais Raphaël n'avait pas le permis, donc il ne pouvait pas m'emmener. Donc c'est pour ça que je lui dis d'appeler quelqu'un pour venir nous chercher. Ce qu'il a fait. Et là, en fait, je ne savais pas sur le moment, mais j'étais quand même à la fin. J'étais quand même à la toute fin, puisque l'hôpital, enfin l'ambulance arrive. Donc moi, il faut savoir que j'avais envie d'accoucher à la maison. J'avais pas envie d'aller à l'hôpital parce que c'est l'hôpital, mais aussi c'était en fait renforcé par le fait que c'était le Covid et que du coup, je savais que si j'accouchais, j'allais pas pouvoir avoir Raphaël près de moi. Enfin, il y avait tous ces protocoles-là qui me faisaient vachement peur. Toujours est-il que j'ai dû avoir ça. Donc, je rentre dans l'hôpital, enfin, je rentre dans l'ambulance. Qu'est-ce qu'on fait? On me met un masque sur la tête alors que j'étais forcément en train de vivre les contractions au maximum, mais c'était vraiment manifestement leur priorité. Je suis allongée sur un brancard et là, on me fait un toucher vaginal, forcément, sans me demander mon avis ou quoi. Et là, bah, j'entends la dame dire ah, en gros, la tête est engagée, j'étais à la fin, quoi. J'étais au bout du truc. Raphaël veut monter avec moi et là, le problème, c'est qu'ils lui disent: «Ah bah non, on peut pas à cause du protocole, du Covid et cetera, on peut pas vous faire monter avec nous, dans l'ambulance». Le problème, c'est que Raphaël, il avait pas le permis, donc en fait, il avait pas d'autre solution que de venir s'il voulait être là pendant que j'allais accoucher. Au final, heureusement, il y a des gens qui ont accepté de le prendre pour l'emmener à l'hôpital. Mais vraiment, mais heureusement, parce que sinon, ça veut dire il aurait été totalement absent à ce moment-là. Moi, dans l'ambulance, je me souviens que j'ai ressenti une forme d'euphorie. En fait, je me suis vue vivre la situation, c'est-à-dire, je me suis vue, je me suis dit: «Noémie, tu es dans une ambulance, tu vas accoucher». Déjà, j'étais énormément heureuse parce que je savais que ça allait arriver. En fait, c'est ça aussi qui m'a poussée à appeler l'hôpital, c'est que je me suis dit: «En fait, peu importe comment ça se passe, si je vais à l'hôpital, ça va forcément arriver à un moment». Alors que j'avais l'impression que si je restais à la maison, ça allait rester abstrait et peut-être ça pourrait durer encore des jours et j'étais pas prête à ça. Donc et puis je sais pas, j'avais peut-être un shoot d'hormones ou quoi, mais j'étais dans un état de joie intense, ce qui contrastait pas mal en fait avec la situation. Donc au final, on m'emmène dans une salle d'accouchement à l'hôpital. Raph, il finit par arriver. Et là, bah forcément, on m'allonge sur la salle d'accouchement. Et là, le problème, bah, c'est que du coup, le travail, forcément, il s'est mis à ralentir. Parce qu'en fait, sur le dos, ben, forcément, c'est moins efficace que quand tu es debout. Moi, chez moi, j'étais debout, je pouvais bouger comme je voulais et tout. Là, je me retrouve les 4 fers en l'air,
avec une perfusion, on met des hormones de synthèse et tout, enfin, truc pas cool, quoi. Et puis moi, comme forcément j'étais à fond dans mon accouchement, j'avais pas ce truc-là de dire non, ne faites pas ça. Enfin, en fait, là, à ce moment-là, t'es dans ton truc et tu disposes plus de rien. Et puis eux, ils disposent de toi comme tu veux. Donc là, ça se met à ralentir. J'avais un masque, bien sûr, toujours sur le visage. Et Raph, il est venu à ce moment-là. Moi, il faut savoir que la personne que j'avais appelée, qui a été directrice de maternité, quand je dis ben, si je vais à l'hôpital, enfin, je vais peut-être aller à l'hôpital, elle me dit il ne faut pas que tu leur dises que ça fait 2 jours que tu es en travail, parce que si tu leur dis ça, ils risquent de te faire une césarienne. Parce que pour eux, c'est trop long comme travail, etc. Dis-leur que c'est arrivé très vite et que comme ça, voilà, ils vont te laisser plus de temps que ce qu'ils te laissent si tu leur dis que ça fait super longtemps. Et donc, ils me font un monito, tout va bien. Et donc, moi, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, bah non, ça vient d'arriver, etc. Et ça, des petits trucs comme ça, en vrai, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage de ne pas pouvoir dire la vérité sur ce qu'on vit réellement, sur là où on en est, à des professionnels de santé, pour se préserver, pour pas qu'ils fassent un acte qu'on n'a pas envie qu'ils fassent. Et encore une fois, je parle pas de faire un déclenchement d'urgence parce qu'en fait le cœur du bébé il commence à faiblir ou parce qu'on sent qu'il y a un danger pour l'enfant. Je parle vraiment de situations où tout va bien et où malheureusement il faut se protéger parce que sinon quand même, eh ben, ils vont forcer la chose en fait. Moi je voulais du temps pour accoucher et l'accouchement et à l'hôpital je trouve qu'ils ne laissent pas le temps. Mais encore une fois, je sais qu'il y a des super accouchements à l'hôpital et c'est très bien et heureusement d'ailleurs. Et je souhaite à toutes les mamans qui accouchent à l'hôpital de vivre un super accouchement respectueux et tout, de leur rythme et tout ça. Bon, tout ça pour dire que moi, à l'hôpital, j'étais pas non plus. J'étais super contente en fait. J'étais pas dans un état, oh mince, je suis à l'hôpital, du coup, je vais pas accoucher à la maison. Non, non, j'étais trop contente. En fait, j'étais shootée, j'étais en mode euphorique, quoi. Là, j'explique à la sage-femme parce qu'elle me dit, ah bah, en gros, ça ralentit, quoi, le travail. Et je lui dis, bah oui, bah c'est normal, je suis allongée sur le dos et tout. Et elle me regarde en mode, elle me dit un truc genre, non, non, pas du tout. Enfin, en gros, être debout, c'est pas forcément mieux qu'être allongé sur le dos et tout. Donc, je comprends qu'on va pas du tout être sur la même longueur d'onde pour cet accouchement, mais on sait tout, je fais avec. Euh, et oui, et heureusement que je leur avais dit que ça faisait pas longtemps que j'avais des contractions, parce qu'au bout de 20 minutes à peu près de présence, je crois, là-bas, en gros, elle me dit, bon là par contre, il va falloir que... Parce qu'elle me disait de pousser. Donc ce fameux truc à l'hôpital, on me dit de pousser, alors qu'en fait, quand tu accouches seule ou accompagnée, mais en vrai, quand tu vis un vrai accouchement, tu sais qu'il n'y a pas besoin de pousser. En fait, tu n'as pas besoin de pousser avec ta tête, c'est ton corps qui pousse tout seul. Bref, ça je le savais déjà, mais en l'occurrence, là, ça avançait plus sur le dos, et du coup, elle me disait pousser et tout, pousser. Donc, je faisais là, j'ai fait complètement ce qu'elles m'ont dit de faire. Et au bout d'un moment de pousser, voilà, elles m'ont mis un petit coup de pression en mode bon, dépêchez-vous parce que là, sinon, il va falloir aller chercher les spatules, etc. Donc, moi, j'étais focus en mode ok, là, de toute façon, à partir du moment où je suis arrivée à l'hôpital, je me suis dit là, le but, c'est juste survivre. Juste ne pas me prendre comment on dit là, ne pas me prendre de césarienne, pas de spatule, pas de péridurale, etc. J'avais envie de tout esquiver et de juste réussir à avoir mon bébé et être tranquille. Donc, je donne tout. Nausicaa finit par sortir. Donc là, forcément, bah, plus beau moment de ma vie, forcément, c'était on pleure et tout, ils mettent Nausicaa sur moi, ils clampent le cordon directement. Donc voilà, chose bien sûr qui est vraiment pas cool à faire. Et donc malheureusement, donc elle se met à pleurer. Et bref, on la prend, c'était très cool. Il y a une sage-femme qui me dit vous voulez faire la tétée d'accueil et tout ça et l'autre sage-femme qui dit en gros non bah, vas-y arrête avec ta tétée d'accueil, ça sert à rien, alors que c'est super précieux et super génial de pouvoir faire téter son enfant quand il vient de naître. Bref, donc je fais la tétée d'accueil, on la laisse contre moi et en fait très très rapidement ils ont pris Nausicaa et ils l'ont emmené faire des examens, peser, mesurer, enfin tout ça, tout ce truc que je trouve vraiment pour moi ça fait pas sens, mais il n'y a pas que pour moi, pour plein de gens, pour plein de sages-femmes, enfin bref.
Donc il l'emmène et là, bah, forcément, elle se met à pleurer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Raph va avec elle et moi je suis dans la salle d'accouchement, je l'entends pleurer et là, j'étais pas très bien. Et là, il faut que le placenta sorte. Sauf qu'en fait, comme j'étais pas très bien, bah, forcément, ça aide pas parce qu'en fait, la maman pour qu'elle expulse son placenta rapidement, il faut qu'elle soit dans des conditions qui soient super, agréables avec beaucoup d'ocytocine et cetera. Moi, c'était pas du tout, propice. Le placenta, pour eux, selon leurs critères de temps, commence un peu à tarder à venir et du coup, elle me dit, «Bon là, par contre, si le placenta arrive pas, je vous mets une péridurale et je vais le chercher à la main». Donc là, bon, à ce moment-là, je me dis: «OK, va falloir vraiment se dépêcher» et en même temps, c'est marrant parce que cette phrase, elle est vraiment pas cool et cette sage-femme, elle était assez dure. Elle m'a vraiment dit des phrases pas cool du tout pendant tout le long de mon accouchement. Mais ça m'a pas, c'est pas quelque chose qui m'a impacté fort parce que je me sentais vraiment dans un état euphorique, quoi. Je me sentais pour moi, à partir du moment où Nausicaa, elle est arrivée et que tout s'était bien passé, en fait, j'étais juste, la plus heureuse du monde, quoi. Donc je me laisse pas impacter par ça, je reste focus. J'essaye en fait de heureusement à ce moment-là, en fait, moi j'ai conscience de ce qu'il faut pour garder mon placenta et Raph aussi pour le faire expulser. Du coup, Raph, on commence à se faire des blagues, il essaye de me faire rire et cetera et c'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai vraiment rigolé et au à un moment quand j'ai rigolé, le placenta est sorti, genre d'un coup. Donc heureusement, on arrive à faire sortir ce placenta au bon moment et les sages-femmes donc la fameuse sage-femme est satisfaite. Il le jette, forcément. Moi, c'est vrai que j'aspirais aussi à faire ce truc-là de quand t'as ton placenta. Déjà, j'aurais bien aimé faire un bébé lotus, mais il y avait aussi faire une empreinte avec le placenta sur une toile. Moi, je peins, donc j'aurais bien aimé avoir ça. Enfin, voilà, j'avais pas envie que mon placenta il finisse à la poubelle, j'avoue. Mais sur le moment, c'est des choses vraiment qui m'impactent pas parce que pour moi, l'essentiel c'était que ça aille bien et je suis super heureuse d'être avec Nausicaa. Et Raphaël, il garde Nausicaa, il fait un peu de peau à peau avec Nausicaa. On se retrouve tous les trois ensemble. Ah non! Ah ouais, comment j'ai pu oublier ça? Ah ouais, ce qui s'est passé une fois que le placenta est sorti, c'est que la sage-femme me dit, bah vous avez une déchirure. Bon bah en fait, moi j'ai envie de dire forcément. Forcément j'ai une déchirure. J'ai accouché sur le dos, on m'a demandé de pousser, alors qu'en fait, fallait juste que le corps fasse et j'aurais bien aimé être dans une autre position. Bref, en fait, quand on se renseigne un peu, on apprend qu'en fait, les déchirures, quand ça arrive, c'est parce qu'il y a un truc de non physiologique qui s'est passé. Bon, toujours est-il que j'étais pas mal déchirée. Et comme j'ai pas eu de péridurale, et ben en fait, elle m'a recousu à vif. Et ça a duré 20 minutes. Donc en fait, pendant 20 minutes, Raph, il avait Lou. Et moi, j'étais encore les jambes en l'air sur le dos. Et je venais d'accoucher et elle m'a recousu et je sentais tout. Je sentais tout et c'était horrible. En fait, ça a été sans hésitation, la pire douleur que j'ai jamais ressentie de toute ma vie. Alors, je préfère accoucher 1000 fois, avoir 10 000 contractions, plutôt que de vivre ce truc-là d'une aiguille qui rentre dans la partie la plus intime de ton corps pour te refermer. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose, quand on est déchiré, avec l'avis de certaines sages-femmes qui s'y connaissent bien, on n'est pas obligé de se faire recoudre comme ça. Il y a eu des miracles où il y a il y a vraiment des femmes qui ont réussi à faire en sorte qu'en fait leur corps, enfin c'est pas elles qu'on fait en sorte, c'est juste leur corps qui a cicatrisé et qui s'est remis tout seul. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont vécues, mais sauf qu'on n'en parle pas. Et du coup, on sait pas que c'est possible. Bon, et puis je pense qu'à l'hôpital, même s'ils savaient que c'est possible, je pense pas que... Enfin, ils s'en ficheraient, quoi. Mais voilà, moi, enfin, ça c'est pareil. Je me suis dit, mais j'ai pas envie... Enfin, pour rien au monde, je veux revivre ça, quoi. Bref, donc toujours est-il que je me suis pris ce truc-là de oh, c'était horrible. Franchement, ça, c'était vraiment le moment le plus dur, en fait. Pour le coup, j'ai été euphorique tout le temps et c'était un moment merveilleux. Mais alors ça, là, vraiment, terrible. C'était vraiment terrible. Donc après ça, et puis en plus, moi, forcément,
quand elle me recousait, je disais aïe, enfin il y a des moments où mon corps il se contractait comme ça. Et puis elle me disait bah non, vous contractez pas parce que sinon en gros ça va me faire bouger l'aiguille. Enfin, on voyait que pour elle c'était chiant en fait que je me manifeste et que j'ai mal. C'est sûr qu'elle aurait préféré que je sois sous péridurale et que je dise rien. Et ça encore, c'est pas cool en fait. Je veux dire, enfin il y a même pas besoin d'expliquer en quoi c'est pas cool, ça n'a aucun sens. Bref. Ensuite, on passe un peu de temps à 3 avec Raph et avec Lou, avec Nausicaa. Et là, le problème, donc c'était le soir, il était assez tard. Le problème, c'est que les sages-femmes me disent, bon, bah maintenant, on va raccompagner madame dans sa chambre. Et ben, Raphaël, il n'avait pas le droit de dormir avec nous à l'hôpital. Il n'avait pas le droit de venir. Et ça, encore une fois, sur le moment, ça m'a pas traumatisé, ça m'a pas laissé de marque. Mais quand j'y repense, je me dis, mais en fait, aucun père qui vient d'avoir son premier enfant ne mérite de retourner tout seul chez lui alors qu'il vient d'être père et qu'il a son bébé, quoi. Enfin, je veux dire, quand je compare à la naissance de Lou, où on était tous les trois, où c'était la nuit, on était à 3, après Nausicaa, elle est venue avec nous et on a dormi tous ensemble et on avait notre petit bébé, etc. C'est sûr que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est, pour moi, ça, enfin, là, ça n'a aucun sens, en fait. Ça, protocole Covid ou pas, enfin, tu laisses pas un papa repartir chez lui en ayant vu 2 heures son enfant qui vient de naître et voilà, enfin bref, donc toujours est-il que c'est ce qui s'est passé. Et après, bah, je suis restée 3 jours à l'hôpital et il a eu le droit de venir, mais que l'après-midi, sur les créneaux horaires de temps de visite. Et ça, c'est pas cool. Enfin, les 3 premiers jours de ton enfant, tu mérites de les voir tout le temps. Tu les revivras plus jamais. Pour moi, ta seule raison d'être à ce moment-là, c'est d'être devant ton enfant et de t'émerveiller et d'avoir de la gratitude pour la vie et de juste de vivre ces 3 jours H24 à être avec lui et à vivre ce moment qui est unique et qui se représentera plus jamais, quoi. Mais bon, au final, moi, j'étais contente d'être à l'hôpital pendant ces 3 jours-là pour un autre aspect qui était que, en fait, moi, sur le moment, j'ai très bien vécu l'accouchement et je pense que j'ai eu un contre-coup de dingue. Je pense que mon corps, il a eu un énorme contre-coup où je pouvais plus marcher. J'étais épuisée. J'étais complètement épuisée. En plus, la déchirure, quand on m'a recousu, ça a gonflé. Franchement, c'était gore. C'était horrible, c'était suintant, c'était terrible. Et du coup, c'était très très confortable pour moi d'être à un endroit où je pouvais être allongée, où je n'avais rien à faire à part des fois prendre Nausicaa, l'allaiter et puis me reposer, dormir, etc. Donc voilà, après il y avait ce truc-là de aussi l'alimentation à l'hôpital. C'est vrai que c'est pas du tout l'alimentation que moi je trouve vivante et nourrissante, pleine de nutriments, etc. Sauf que moi j'avais besoin de ça. En plus on était en plein été, on était au mois de juillet. C'était la canicule, il faisait super chaud dans la chambre. Et enfin pour moi c'était pas adapté. Raph il essayait de me ramener des fruits quand il venait. Sauf que bah, comme il faisait très très chaud, je pouvais les manger que sur le moment et je pouvais rien garder. Donc j'avais aussi hâte de rentrer chez moi pour pouvoir juste me nourrir sainement et donner à mon corps de quoi bien se remettre, quoi. Pareil pour ma déchirure, j'avais hâte de rentrer chez moi pour pouvoir me faire des bains d'argile, pour pouvoir voilà aider la plaie à se remettre, à cicatriser, mais à ma façon. Et puis c'est des trucs qui sont pas très agréables, genre tous les jours il y a une sage-femme qui venait qui me demandait de me déshabiller intégralement pour regarder ma déchirure, pour regarder comment elle m'avait recousu, comment c'était et tout. C'est vrai que moi j'avais pas trop envie d'être inspectée sous tous les angles à ce niveau-là, etc. Enfin bref, on passe nos 3 jours. Le, le pédiatre est content parce que Nausicaa reprend du poids. Ce qu'on a appris en fait après coup, avec quand on a eu le problème de placement avec les filles, donc en fait 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, c'est que à ce moment-là, il y a un signalement qui a été fait de la part de l'hôpital. Et j'ai envie de dire pas forcément, puisque j'arrive à l'hôpital alors que j'ai pas de suivi et qui me connaissent pas pour accoucher. Donc, ils avaient fait un signalement à la PMI. Et apparemment, la PMI avait essayé de venir chez nous, donc un mois plus tard à peu près. Donc, en fait, en plein mois d'août, pendant qu'on était en vacances, ils sont venus à notre adresse.
Sauf qu'à notre adresse, nous, on était en gros dans un entre-deux, on habitait aussi un peu chez mes parents, on était proche de déménager. Et donc, il n'y avait pas notre nom et notre prénom sur l'appartement. C'était un appartement avec plusieurs adresses. Et du coup, ils n'ont pas vu le nom prénom et ils n'ont pas cherché plus loin. Mais donc, on a su 4 ans plus tard qu'en fait, il y avait eu un signalement à ce moment-là de la part de l'hôpital. Moi, il y a aussi, pendant ces jours-là, une psychologue qui est venue, ou je sais pas, ou peut-être des gens des services sociaux. Enfin bref, 2 personnes qui sont venues me voir pour me demander, voilà, est-ce que c'était voulu pour moi d'avoir Nausicaa? Pourquoi j'avais pas fait de suivi? Voilà, me poser des questions sur tout ça. Mais elles étaient très sympas et de mon souvenir, ça s'était très bien passé, quoi. Donc vraiment, ça avait pas généré chez moi des angoisses et tout. Mais je pense qu'on était aussi très naïfs. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a plein de choses que je ferai plus comme ça et je ferai beaucoup plus attention. Là, c'était vraiment ma première grossesse en mode première fois, quoi. Donc c'était des tests surtout. Et ensuite, on est rentré à la maison une fois que le pédiatre avait estimé que Nausicaa avait repris suffisamment de poids. Et puis, on a vécu notre meilleure vie, quoi, parce que je critique le Covid pour l'hôpital, mais c'est vrai que grâce au Covid, Raphaël, lui, il était encore en études. Et du coup, il avait tous ses cours à la maison. Donc, en fait, il a été tout le temps avec nous. Donc, on était tout le temps à trois. Et c'était un moment merveilleux. Voilà. Maintenant, quand j'y repense, je me dis que il y a des choses que je ferais différemment. Et quand je dis ça, je veux pas le dire en mode j'aurais pas dû faire ça. Parce que pour moi, ça n'a pas de sens de dire j'aurais pas dû faire ça ou j'aurais dû faire autrement, puisque tout ce qu'on fait à l'instant T, c'est juste le reflet de ce qu'on est à ce moment-là. Et donc, c'est forcément parfait, entre guillemets, à ce moment-là. Et c'est aussi une question de comment on ressent les choses. Je pense qu'à chaque grossesse et à chaque accouchement, on ressent pas les mêmes choses. Et je pense que pour un accouchement, eh ben peut-être qu'en fait, je vais ressentir le fait de devoir aller à l'hôpital, alors que pour un autre accouchement, en fait, je vais avoir envie d'être totalement seule, sans personne. Et peut-être que pour un autre accouchement, je vais avoir l'impulsion de demander à une sage-femme si elle veut bien m'accompagner. Et c'est pour ça que moi, je dirais jamais ce que je veux faire de manière générale pour mes accouchements ou pas, que ce soit pour un suivi de grossesse ou pour où est-ce que je vais accoucher. Parce que je pense que tout ça, c'est aussi des choses qui dépendent du bébé, de quel bébé on a à l'intérieur de soi. Et je pense que des fois, on a l'impression de faire ce choix pour nous, mais qu'il y a peut-être aussi une part du bébé qui... C'est aussi sa naissance à lui, et lui, où est-ce qu'il a envie de naître, quel est son choix, comment ça se passe, etc. Je pense que les deux sont très liés au final. Et moi, ce que ça m'a appris, cette grossesse, c'était ce truc de me dire, en fait, si on a envie d'accoucher à la maison et qu'au final, ça se passe à l'hôpital, eh ben, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est comment on se sent à l'intérieur de soi. Et on peut être extrêmement joyeux. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu. Enfin, une joie immense et intense de vivre, d'accoucher à l'hôpital. Mais parce qu'en fait, c'est pas le décor qui compte, entre guillemets. C'est pas le décor qui compte, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et Nausicaa, c'était très intense la naissance. C'était de la joie, c'était euphorie. C'était de l'euphorie pour moi. Alors que la naissance de Lou, c'était plus de la paix et de la tranquillité. Et quelque chose de... C'est un allant de soi, quoi. Donc voilà, tous les accouchements sont différents et juste s'écouter et ne pas se mettre de règles en mode ah, par exemple, moi je vais accoucher à la maison coûte que coûte. Coûte que coûte, je vais accoucher à la maison et quoi qu'il se passe, je vais tenir parce que c'est mon objectif. Pour moi, accoucher à la maison, en tout cas, je l'ai pas, c'est que moi, hein, je l'ai pas vécu comme un objectif, mais c'est OK, je sais que dans l'idée que je m'en fais, c'est ça que j'ai envie de vivre. Ça, ce que j'ai envie de vivre, c'est de la paix, de la sérénité, du calme, de la confiance. Tous ces trucs-là, pour moi, ça se vit plus facilement à la maison qu'à l'hôpital. Et après, si ça se fait, c'est que ça doit se faire, et si ça se fait pas, bah, c'est OK aussi, quoi. Essayez de ne pas le voir comme une compétition à tenir à tout prix, parce que c'est là on peut aussi faire des faux pas et ne pas écouter ce qu'il y a à entendre.
Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui ont accouché aussi pendant le Covid et que ça n'a pas été facile. Je sais aussi qu'il y a des mamans qui ont vécu des super accouchements à l'hôpital ou à la maison. C'est pas une guerre, quoi. Franchement, il n'y a pas une guerre de nous on est pro maison et du coup on est contre l'hôpital. Nous on est pour l'hôpital et du coup on est contre la maison. Enfin, juste on se fait pas la guerre et allez, chacun fait ce qu'il a envie de faire et on se soutient les unes les autres, quoi. Ça, moi, c'est vraiment ça que j'aimerais. C'est pas parce qu'on a envie de vivre quelque chose qu'il faut qu'on se construise en opposition à quelque chose d'autre, quoi. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura apporté ce témoignage. J'espère que je vais pas trop... En fait, j'ai peut-être un peu peur de me faire juger sur ces choix-là. Mais bon, c'est le jeu aussi de partager publiquement son récit. Mais j'espère que vous comprendrez quand même. Et j'espère que ça pourra aider d'autres mamans. Bisous.